veuve s'est enfuie avec son amant, laissant ses enfants aux soins de leurs grands-parents, puis a disparu pendant 10 ans sans donner de nouvelles. La voilà de retour, sur le pas de la même porte, réclamant la garde des enfants qu'elle a abandonnés. Mais il ne s'agit pas d'une histoire de rédemption. Un détective privé découvre la véritable raison de son retour. Et cela n'a rien à voir avec l'amour. Martina Hartley a appris que les matins les plus calmes étaient souvent les plus orageux. À 71 ans, Martina a enterré son mari, élevé 2 enfants, puis, alors qu'elle pensait avoir terminé sa vie, elle a dû recommencer avec 2 petits-enfants qui se sont présentés à sa porte, n'ayant pour tout bagage que leurs vêtements et la terreur dans les yeux. C'était il y a 10 ans. Les enfants avaient alors 16 et 14 ans. Et ce matin, comme tous les matins, elle tendit l'oreille au bruit qui annonçait leur réveil. Le craquement du parquet à l'étage, le bruit sourd d'un sac à dos qu'on sortait du placard. Ces bruits arrivaient, immuables comme le lever du soleil. Martina sourit et se tourna pour préparer le petit déjeuner. La cuisine était le cœur de la maison. La table où elle disposait les assiettes était celle-là même où elle avait nourri ses enfants des décennies auparavant. Aujourd'hui, Laura y étalait des brochures universitaires et Marcus se disputait pour savoir pourquoi il avait le droit de veiller tard en semaine. Les rayures sur le vieux bois racontaient une histoire qui s'étendait sur plusieurs générations. La porte de derrière s'ouvrit et Biscuit, leur chien, un croisé labrador noir adopté l'année même de l'arrivée des enfants, entra au trot après sa ronde matinale. Il se dirigea droit vers l'endroit près du fourneau où Martina déposait toujours une petite bouchée de ce qu'elle cuisinait. « Rien pour l'instant, » lui avait-elle dit, « patience. » Biscuit s'assit lourdement, sa queue ondulant lentement et rassuramment sur le sol. Laura apparut la première sur le seuil, déjà habillée pour l'école, jean et pull. Ses cheveux noirs étaient tirés en arrière en une queue de cheval qui soulignait les traits anguleux de son visage. Elle avait les pommettes de sa mère et les yeux de son père, une combinaison qui parfois prenait Martina au dépourvu, comme un fantôme du passé hantant sa cuisine. Mais les ressemblances s'arrêtaient là. Tout le reste chez Laura, sa résilience, sa ténacité tranquille, sa façon d'aborder le monde avec une intention réfléchie, tout cela lui venait de lui. C'était le fruit de 10 années passées auprès de ses grands-parents, toujours présents. « Bonjour, Graham ?» Laura embrassa Martina sur la joue et prit le jus d'orange. « Tu as bien dormi ?»« Assez bien. Ton frère est en haut. La douche coule. Il descendra dans 10 minutes. » Laura mit la table. Martina remua ses œufs. Un biscuit fut stratégiquement placé entre elles, espérant récupérer les miettes. « Tu as un contrôle d'histoire aujourd'hui ?» demanda Martina. « Hier ? Je crois que je m'en suis plutôt bien sortie. »« Mieux que plutôt bien, sans doute. » Laura sourit, un petit sourire fugace qu'elle n'affichait pas facilement. « On verra. » Marcus dévala les escaliers avec la grâce d'un jeune orignal, les cheveux encore humides, sa chemise rentrée dans son pantalon. À 14 ans, il avait grandi de 10 cm en un an, et son corps semblait toujours perdu, ne sachant plus où placer ses membres. « Je meurs de faim », annonça-t-il en s'asseyant. « Bonjour à toi aussi », répondit Martina d'un ton sec. « Bonjour, Graham. Je meurs de faim. » Laura leva les yeux au ciel. Mais il n'y avait aucune méchanceté, c'était leur habitude. Des échanges légers, une routine confortable, les petites conversations d'une famille forgée non seulement par les liens du sang, mais aussi par choix, par engagement et par 1000 matins ordinaires comme celui-ci. Martina posa l'assiette d'œufs sur la table et s'assit. Pendant un instant, elle les regarda simplement manger. Marcus dévora la nourriture comme s'il avait erré dans le désert pendant des semaines. Laura, plus réservée, avait visiblement faim elle aussi. Ces moments étaient sa récompense. Chaque nuit blanche, chaque heure d'angoisse, chaque sacrifice consenti ces 10 dernières années, tout cela valait bien des matins comme celui-ci. Les enfants qu'elle avait élevés devenaient de bonnes personnes, des personnes bienveillantes, des personnes sur lesquelles on peut compter. Cette pensée la mena, comme parfois, à celle qui était toujours absente. Tracy était la seule fille de Martina,
la Benjamine de la famille, celle qui avait toujours besoin de plus d'attention, de plus de reconnaissance, de plus de preuves d'amour. Martina les lui prodiguait généreusement, parfois au détriment de son fils, Michael, même si elle ne s'en rendit compte que bien plus tard. Tracy s'est mariée jeune, trop jeune, disaient tous, même si personne ne le disait assez haut et fort. Avec David Chen, un comptable discret qui l'adorait d'une intensité qui troublait Martina, même lorsqu'il la réconfortait. David était stable, David était responsable. David prendrait soin de Tracy comme Martina ne le pouvait plus. Et il l'a fait pendant 9 ans. Puis David est mort dans un accident de voiture sur une route rendue glissante par la pluie. Et tout ce que Martina avait construit pour sa fille s'est effondré comme du papier mouillé. Les premiers mois après l'accident, Tracy semblait tenir le coup. Elle avait des enfants dont s'occuper, une maison à entretenir, une assurance vie à gérer. Elle participait aux dîners de famille, elle répondait au téléphone, elle souriait quand il le fallait. Martina aurait dû voir les failles. C'était elle qui avait élevé cette fille. Après tout, elle savait comment Tracy gérait la douleur. Non pas en l'affrontant, mais en la fuyant, en l'enfouissant sous quelque chose de plus apaisant, même si c'était du poison. Ce quelque chose, c'était Greg Holloway. Il s'est présenté à un groupe de soutien pour personnes endeuillées. Beau, compatissant, récemment divorcé. Il a dit à Tracy exactement ce qu'elle avait besoin d'entendre. Qu'elle était trop jeune pour passer sa vie à faire le deuil, qu'elle méritait d'être heureuse, que les enfants s'adapteraient. Martina n'oublierait jamais cette dernière phrase. Les enfants s'adapteraient, comme des plantes d'intérieur déplacées à une autre fenêtre. Pendant 6 mois après la mort de David, Tracy a parlé d'une nouvelle vie. Une nouvelle ville, une nouvelle vie. Greg avait des affaires en Arizona, rien ne la retenait ici. Rien d'autre qu'une petite fille de 6 ans et un petit garçon de 4 ans qui avaient déjà perdu leur père. Martina tenta de raisonner, puis de supplier. Puis, lors d'une conversation terrible qu'elle repassait sans cesse en boucle dans sa tête pendant ses nuits blanches, elle hurla. « Tu ne peux pas les abandonner comme ça. Ce sont tes enfants. »« Je ne les abandonne pas. Tu t'occuperas d'eux. Ce n'est pas pareil et tu le sais. » Le visage de Tracy était impassible, beau, vide et totalement impénétrable. « Je ne peux pas être ce dont ils ont besoin en ce moment. J'ai déjà du mal à prendre soin de moi. Tu peux faire mieux. Tu l'as toujours fait. » La dernière phrase résonna comme une gifle. Martina l'entendit comme une accusation. « C'est toi qui m'as rendue comme ça. C'est toi qui m'as rendue dépendante. » Il fallait régler le problème. 2 semaines plus tard, Tracy se tenait sur ce même perron, valise à la main, une voiture de location garée dans l'entrée, juste à côté d'elle. Greg attendait au volant, sans même prendre la peine de monter. Laura s'accrochait à la jambe de Martina, trop petite pour comprendre pleinement, mais assez grande pour pressentir que quelque chose de terrible se préparait. Marcus était dans les bras de Martina, en pleurs. Sa sœur pleurait, sa mère partait, le monde n'avait plus aucun sens. « Je t'enverrai de l'argent dès que je pourrai, » dit Tracy. « J'appellerai toutes les semaines. » Elle envoya de l'argent 2 fois la première année, puis cessa complètement. Elle a appelé 4 fois, puis 6 mois de silence, puis une carte d'anniversaire pour Laura arrivée avec 3 semaines de retard, sans adresse d'expéditeur, puis plus rien. 10 ans de silence radio. Martina a engagé un détective privé lorsque les enfants ont commencé à poser des questions. Elle a appris que Tracy et Greg étaient effectivement partis en Arizona, puis au Nevada, puis au Colorado. Ils se sont mariés, ont divorcé, se sont réconciliés, puis ont divorcé à nouveau. Tracy a enchaîné les petits boulots, vendeuse, serveuse, intérimaire, sans jamais rester longtemps au même endroit. Greg est finalement parti définitivement, et Tracy s'est éloignée toujours plus, devenant de plus en plus difficile à retrouver. La dernière fois qu'on l'a vue, c'était il y a 3 ans. Une femme ressemblant à Tracy travaillait dans un restaurant près de Reno. Après cela, la trace disparut et, comme par miracle, la vie reprit son cours. Martina avait 61 ans lorsque les enfants vinrent lui rendre visite. Walter était encore en vie, assez fort pour les aider, même si la maladie cardiaque qui finirait par l'emporter avait déjà commencé son lent processus.
Ils durent tout réapprendre, les sièges auto, les sorties d'école, les rendez-vous chez le pédiatre, les autorisations de sortie, les réunions parents-professeurs et les jeux de pouvoir entre camarades. Plus tard, l'arrivée angoissante de l'adolescence, les sautes d'humeur, les portes qui claquent, les premiers amours qui finissent en larmes. Il y eut des jours difficiles. Des jours où Marcus refusait de dormir avec la lumière allumée car il avait peur d'être seul dans le noir. Des jours où Laura restait silencieuse pendant des heures, se repliant sur elle-même, inaccessible. Il y avait des jours où Martina, en voyant deux petits visages dépendants d'elle, se sentait terriblement, profondément incompétente. Mais il y avait aussi de bons jours. Les premières dents de lait tombaient lors des spectacles de l'école, et le matin où Marcus apprit à faire du vélo sans roulette et fit le tour de l'allée en criant de joie. Le premier B+ de Laura en dictée, fièrement affiché sur le réfrigérateur. Les soirées d'été à attraper des lucioles dans des bocaux. Les matins d'hiver à construire des bonshommes de neige sur la pelouse. Jour après jour, les bons moments s'accumulaient, les mauvais s'estompaient. Les enfants ne sursautaient plus à chaque fois que la voiture s'arrêtait dans l'allée. Ils ne demandaient plus quand leur mère rentrerait. Ils ont commencé à appeler Martina Graham au lieu de grand-mère. Un petit changement qui pourtant a tout changé. Et ils ont fondé une famille. Pas celle qu'ils auraient choisie s'ils avaient eu le choix, mais une famille tout de même, réelle, imparfaite et solide, à l'image de la vieille ferme qui les avait abrités. Walter est mort il y a 3 ans, dans son sommeil, dans le même lit où il avait dormi pendant 44 ans de mariage. Martina l'a trouvé au matin, encore chaud, le visage apaisé, enfin libéré des souffrances des derniers mois. Les enfants ont fait leur deuil comme il se doit. Laura a prononcé un éloge funèbre, un éloge qu'elle avait écrit elle-même, empli de souvenirs précis et d'un amour discret. Marcus a aidé Martina à déballer les affaires de Walter, pleurant librement, sans honte. Ils ont appris à faire leur deuil grâce à Martina. Ils ont appris que l'amour ne s'éteint pas avec le départ des êtres chers. Elle change de forme, mais reste la même. Martina cligna des yeux, revenant au présent. Laura la regarda de son regard perçant, qui en savait trop. « Je suis désolée, ma chérie. J'étais perdue dans mes pensées. Tu pensais à quelque chose de sérieux. Je pensais à tout ce que vous mangez toutes les deux. » Martina désigna l'assiette presque vide de Marcus. « Il va falloir que je trouve un deuxième boulot pour remplir le frigo. » Marcus eut un sourire narquois. « Les garçons en pleine croissance ont besoin de se nourrir. Un garçon en pleine croissance doit finir ses devoirs avant l'arrivée du bus. Tu as fait tes exercices de maths ?» Son air coupable en disait long. « Vas-y, » dit Martina. « Tu as 15 minutes. » Il attrapa son sac à dos et se précipita dans le salon, d'où l'on entendit bientôt le bruit de papier froissé frénétiquement. Laura aida Martina à débarrasser. « Il va mieux, » suggéra-t-elle. L'année dernière, il n'aurait même pas admis avoir oublié. « De petites victoires, c'est ce que tu dis toujours, et c'est vrai. » Martina ouvrit le robinet. « Ton grand-père me disait qu'une belle vie se construit comme un mur de pierre, pierre après pierre. Il ne faut pas précipiter les choses, mais il ne faut pas abandonner non plus. » Laura marqua une pause, essuyant l'assiette que Martina lui avait tendue. « Tu penses encore à lui, grand-père ?» Chaque jour, Martina croisait le regard de sa petite fille. Mais regretter quelqu'un ne signifie pas être malheureux. Cela signifie aimer quelqu'un qui mérite qu'on le regrette. Laura l'avait compris. Parfois, j'essaie de me souvenir de papa, et je ne vois pas son visage. C'est comme si je connaissais son visage grâce à des photos, mais je ne me souviens pas de ce que c'était de le voir. Le cœur de Martina se serra. « C'est normal, ma chérie. Tu étais si jeune. Tu crois ?» Laura marqua une pause, se mordant la lèvre. « Tu crois que je pense qu'elle pense à nous ?» Tracy. Martina remarqua le nom. Pas maman, même pas mère, juste Tracy. La distance était délibérée, protectrice. « Je ne sais pas ce qu'elle pense, » dit Martina. « Honnêtement, je ne l'ai jamais su. Si elle revenait un jour, ce ne serait pas pour nous. » La certitude dans la voix de Martina la surprit elle-même. «
Mais elle s'était accrochée à l'espoir pendant des années. L'espoir que Tracy reprenne ses esprits, se souvienne de ses enfants, revienne transformée et repentante. Cet espoir s'éteignit finalement, et Martina le pleura comme n'importe quelle autre perte. « Mais si elle revient, insista Laura, que feras-tu » Avant que Martina ne puisse répondre, un bus scolaire klaxonna au bout de l'allée. « Vas-y, dit-elle, on en reparlera plus tard. » Mais quelque chose dans le regard de Laura laissait entendre que la conversation n'était pas terminée, seulement reportée. Martina regarda par la fenêtre les deux enfants monter dans le bus. Laura se retourna au dernier moment et fit un signe de la main. Marcus, déjà distrait par quelque chose que son ami lui montrait, ne le fit pas. Ce n'était pas grave. Ce n'était pas grave. Biscuit se blottit contre la jambe de Martina, devinant son humeur avec cette intuition étonnante propre au chien. « Juste nous deux, lui dit-elle. Allons voir le jardin. » L'air d'octobre était vif lorsque Martina sortit sur la véranda. Biscuit trottina devant, inspectant l'écureuil qui avait osé s'aventurer dans le jardin. La saison était presque terminée, les plants de tomates avaient fané, les courgettes avaient été récoltées, et seul le chou frisé et les choux de Bruxelles, plus robustes, continuaient à produire. Elle adorait cette période de l'année, la lenteur du rythme, le sentiment d'accomplissement avant le long sommeil de l'hiver. Agenouillée dans la terre, elle arrachait les plantes fanées lorsqu'elle entendit une voiture tourner dans l'allée. C'était inhabituel, elle n'attendait personne. Le facteur passait dans l'après-midi. Sa voisine, Hélène, appelait toujours avant de venir. L'aboiement de Biscuit passa de l'enjouement à la méfiance. Il laissa l'écureuil et s'approcha de Martina, le corps tendu, l'attention rivée sur la façade de la maison. Martina se leva lentement, époussetant la terre de ses genoux. Ses articulations la faisaient souffrir. Elle ne cessait de se plaindre, mais elle les ignorait. Elle fit le tour de la maison, Biscuit trottinant à ses côtés. Dans l'allée, une voiture de location, grise et banale, comme celle qu'on trouve à l'aéroport. Et à côté, contemplant la ferme d'un air indéchiffrable pour Martina, se tenait une femme qu'elle n'avait pas vue depuis 10 ans. Tracy. Le cœur de Martina s'arrêta, puis se remit à battre dans un sursaut douloureux. Sa fille avait changé, plus âgée, plus mince, avec des rides autour des yeux et de la bouche qui n'étaient pas là auparavant. Ses cheveux, jadis soigneusement coiffés, étaient tirés en arrière en une simple queue de cheval. Elle portait un jean et une veste noire, et son attitude laissait deviner qu'elle s'attendait à être mise à la porte. « Elle le mérite », pensa Martina, furieuse. Il faudrait la mettre à la porte et lui interdire de revenir. Mais Martina restait immobile. Tracy la vit. Puis, une lueur traversa son visage. Espoir, peur, calcul. Martina n'arrivait pas à prononcer le mot. « Maman ». Ce mot tomba comme une pierre dans l'eau calme. « Tracy » Biscuit grogna. Doucement, d'une voix égale, il n'avait jamais rencontré cette femme auparavant, mais il percevait la souffrance de Martina, et cela lui déplaisait. Elles restèrent là, mère et fille, séparées par une allée de gravier de 10 mètres et 10 ans de silence. « Je suis de retour » dit Tracy, comme si cela expliquait tout. Comme si sa simple présence pouvait effacer une décennie d'absence. « Je vois, je dois te parler des enfants. » Un froid glacial s'empara de la poitrine de Martina. Soudain, elle comprit parfaitement que sa conversation silencieuse avec Laura n'avait pas été un hasard. Laura avait, d'une manière ou d'une autre, laissé entendre quelque chose qu'elle pressentait avant même l'arrivée de la voiture. « L'orage est arrivé. Alors parle, dit Martina d'une voix assurée malgré le tremblement de ses mains. Tracy s'avança vers le perron, chaque pas prudent, comme si elle s'attendait à ce que le sol se dérobe sous ses pieds. Et peut-être, pensa Martina, l'avait-elle mérité. Martina n'invita pas Tracy à entrer. Au lieu de cela, elle monta les marches du perron et s'assit sur la première, le bois poli par des décennies d'usage. C'était le même endroit où elle s'était assise avec Walter les soirs d'été, à regarder les lucioles s'élever des champs. C'était le même endroit où Laura avait attendu le bus scolaire le jour de sa rentrée en maternelle, trop nerveuse pour prendre son petit déjeuner.
Ce perron était chargé de souvenirs. Tracy ne méritait plus d'être parmi elles. « Assieds-toi si tu veux, » dit Martina en désignant la dernière marche. « Ou reste debout, ça m'est égal. » Tracy hésita, puis s'assit sur la marche, gardant une certaine distance entre elles. Biscuit s'installa près de Martina, ses yeux sombres fixés sur l'étrangère avec une méfiance inébranlable. Longtemps, aucune des deux femmes ne parla. Tracy paraissait plus âgée que ses 43 ans. La maigreur de son visage trahissait une vie difficile. Pas la pauvreté à proprement parler, mais quelque chose qui s'en approchait. Ses mains, jadis soignées et douces, étaient maintenant rugueuses, ses ongles courts et utilitaires. Elle ne portait pas d'alliance. Martina remarqua tout cela sans compassion. Elle avait passé trop d'années à s'inquiéter pour cette femme, à l'aimer envers et contre tout, à espérer une rédemption qui ne vint jamais. Cette source était tarie. « Tu as bonne mine, maman ?» finit par dire Tracy. « La maison aussi? Tu l'as gardée ?» Il le fallait bien. Le coup de grâce fut porté. Tracy tressaillit, mais ne détourna pas le regard. « Je le mérite. Tu mérites tellement mieux. »« Je sais. » La voix de Tracy trembla légèrement. « Je sais ce que j'ai fait. J'ai eu 10 ans pour y réfléchir, et pourtant, te voilà. Sans excuse, sans réparation. » Le ton de Martina était neutre, mesuré. « Tu as dit que tu voulais parler des enfants? Alors parle. » Tracy prit une profonde inspiration qui sembla lui demander un effort. « Je suis suivie. Je fais une thérapie, depuis 2 ans, pour surmonter tout ça. La mort de mon père, la perte de David. Pourquoi ai-je fait ce choix? La thérapie? Oui. Et votre thérapeute vous a conseillé de venir ici pour gâcher la vie de 2 enfants qui avaient enfin trouvé un équilibre? Ma thérapeute m'a aidé à comprendre que je ne peux pas avancer sans affronter ce que j'ai laissé derrière moi. » Les mains de Tracy s'en mêlèrent dans son ourlet. « J'ai besoin de les voir, Laura et Marcus. J'ai besoin qu'ils sachent que je suis désolée. » Martina sentit qu'une émotion brûlante et dangereuse montait en elle. Elle la réprima. Perdre le contrôle maintenant ne ferait que donner des munitions à Tracy. Ils n'ont pas besoin de vos excuses. Ils avaient besoin de leur mère. Il y a 10 ans, ils avaient besoin que vous restiez. Je ne pouvais pas. Vous avez choisi de partir. La voix de Martina était tranchante comme une lame. Il y a une différence. J'avais 61 ans, Tracy. Votre père était déjà malade. On méritait un répit. Mais on a pris ses enfants parce que quelqu'un devait le faire. Et tu as été très claire, ce ne serait pas toi. Tracy pleurait à présent, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. J'étais brisée, maman. Après la mort de David, j'étais complètement anéantie. Je n'arrivais plus à m'occuper de moi, encore moins de 2 enfants qui avaient besoin de moi. Alors tu t'es enfuie. Tu t'es enfuie avec un homme que tu connaissais à peine, pour une vie sans ta propre famille. Martina se leva brusquement, les genoux flageolants. Elle ne pouvait plus rester assise. Elle avait besoin de bouger, d'évacuer la rage qui menaçait de la consumer. Tu sais ce que Laura m'a demandé? Tous les soirs pendant la première année. Elle me demandait quand tu allais revenir. Elle me demandait ce qu'elle avait fait de mal. Elle avait 6 ans et pensait que sa mère l'avait quittée à cause de quelque chose qu'elle avait fait. Tracy laissa échapper un son entre un sanglot et un gémissement. Et Marcus. La voix de Martina se brisa à ce nom. Il se tut. Il n'avait quasiment pas parlé depuis 3 mois. L'école voulait le faire redoubler. Il pensait qu'il y avait un problème avec son développement. Il n'y avait rien d'anormal, si ce n'est que sa mère l'avait abandonné. J'ai envoyé de l'argent 2 fois. Tu as envoyé de l'argent 2 fois. Martina se tourna brusquement vers sa fille. Tu crois que c'est ce qu'ils voulaient? Un chèque? Ils avaient besoin que tu sois là. Ils avaient besoin que tu les choisisses, mais tu ne l'as pas fait. Les mots restèrent gravés dans la mémoire de leur fille, cruels et vrais. Tracy s'essuya le visage du revers de la main. Quand elle reprit la parole, sa voix avait changé, plus dure, plus désespérée. « Je veux faire partie de leur vie maintenant. Je sais que je ne peux pas changer le passé, mais je peux être là pour leur avenir. Je veux... » Elle marqua une pause, comme pour rassembler ses forces. « Je veux la garde.
Martina se figea. « Qu'est-ce que tu as dit ?»« Je veux récupérer mes enfants. » Tracy se leva à son tour, se tournant vers sa mère avec une sorte de défi. « Je suis leur mère, j'ai des droits. Ma situation est stable depuis 2 ans. J'ai un travail, un appartement à Portland. Je peux subvenir à leurs besoins. »« Tu veux la garde ?» Martina répéta les mots comme s'ils étaient une langue étrangère. « Après 10 ans de néant, tu veux les arracher au seul foyer qu'ils aient jamais connu ? Ce n'est pas leur maison, c'est la tienne. Ils appartiennent à leur mère. »« Je suis leur mère. » Les mots jaillirent de la bouche de Martina avec une force qui les surprit toutes les deux. « C'est moi qui étais à leur côté quand ils étaient malades. C'est moi qui les aidais à faire leurs devoirs, qui les emmenais à l'entraînement de foot et qui les consolais quand ils pleuraient. J'étais là, tous les jours pendant 10 ans. Et tu ne peux pas simplement revenir et réclamer le titre auquel tu as renoncé. » La mâchoire de Tracy se crispa. « Légalement, je suis toujours leur mère. Je n'ai jamais renoncé à mes droits. Je ne te les ai jamais cédés. Parce que tu étais trop paresseuse pour faire les démarches administratives, pas parce que tu comptais revenir. Mes intentions n'ont aucune importance, seule la loi compte. » Un froid glacial s'était installé dans la voix de Tracy. Ses larmes avaient séché. Un air calculateur s'était emparé de son visage. « J'ai consulté un avocat. Si je demande la garde et que je peux prouver que je suis apte, j'ai un dossier solide. Surtout qu'il n'y a jamais eu d'adoption officielle. » Martina se sentait anéantie. Elle n'avait jamais adopté d'enfant. Walter et elle en avaient parlé au début, mais cela lui semblait inutile. Tracy était partie, il n'y avait pas eu de bataille pour la garde, pas de procès. Les enfants étaient chez leurs grands-parents, en sécurité et aimés. Pourquoi compliquer les choses avec des avocats, des tribunaux et de la paperasse ? C'est pour cela, réalisa Martina à présent, qu'un jour ce fantôme pourrait revenir et exiger ce qu'elle avait refusé. « Tu ferais ça ?» La voix de Martina n'était qu'un murmure. « Tu entraînerais ces enfants dans une bataille pour la garde. Tu les as arrachés à l'école, à leurs amis, à tous ceux qu'ils connaissent. Je ferai tout pour redevenir leur mère. Tu n'as jamais été leur mère, pas vraiment. Être mère, ce n'est pas une question de biologie, c'est une question de présence. » Tracy esquissa un sourire terrible, fin et tranchant. « Dis ça au juge. » Après le départ de Tracy, qui avait promis de revenir, promis que ce n'était pas fini, Martina resta longuement assise seule sur le porche. Cookie se blottit contre ses jambes, gémissant doucement. Il ressentait son chagrin, comme toujours. Elle enfouit ses doigts dans sa fourrure et tenta de respirer. Les enfants seraient de retour dans 6 heures. Elle avait 6 heures pour réfléchir à ce qu'elle allait dire, comment les préparer à la tempête qui venait d'éclater. Ou peut-être valait-il mieux se taire. Peut-être que Tracy changerait d'avis, disparaissant à nouveau dans le néant qui l'avait englouti ces 10 dernières années. Peut-être n'était-ce qu'une autre décision impulsive de sa fille, vouée à s'évaporer aussi vite qu'elle était apparue. Mais Martina savait la vérité. Elle avait vu le visage de Tracy. Ce n'était pas une impulsion, c'était un calcul. Tracy était venue préparer, avait consulté des avocats, monté un dossier avant même de naître. Elle voulait quelque chose, et Martina ne croyait pas une seconde qu'il s'agissait simplement d'une relation avec ses enfants. Il y avait plus à cette histoire, inévitablement. Martina sortit son téléphone et composa un numéro qu'elle n'avait pas utilisé depuis 3 ans. « Martinez Investments, ici Martina Harclay. Je vous ai engagé il y a plusieurs années pour retrouver ma fille, Tracy Chen. » Un silence. « Oui, Madame Hartley, je me souviens qu'on l'a retrouvée au Nevada. Je crois que vous devez la retrouver. Et cette fois, j'ai besoin de tout. Où elle était, ce qu'elle a fait, avec qui elle a été impliquée, tout ce qui pourrait expliquer son intérêt soudain pour récupérer les enfants qu'elle a abandonnés il y a 10 ans. Il s'est passé quelque chose ? Elle s'est présentée chez moi ce matin. Elle veut la garde. » Un autre silence, plus long. « Je comprends. C'est un changement radical. Je m'y mets immédiatement. Avez-vous une adresse actuelle ou des informations récentes ?
Elle a dit qu'elle avait un appartement à Portland, un travail. Elle suit une thérapie depuis 2 ans. La voix de Martina se durcit. Je veux savoir si tout cela est vrai. Compris. Je vous recontacte d'ici 1 semaine. Martina raccrocha et fixa son téléphone. Elle se sentait vieille, soudainement, profondément, désespérément vieille. L'énergie qui l'avait soutenue pendant une décennie de maternité inattendue semblait l'abandonner, laissant place à une profonde lassitude. Mais elle ne pouvait pas se permettre d'être fatiguée, pas maintenant. Elle se leva des marches et entra pour appeler son avocate. Les enfants rentrèrent à 15h47, comme prévu. Martina passa la journée dans un tourbillon d'appels et de recherches, rassemblant des informations, préparant sa défense. Elle s'entretint avec une avocate spécialisée en droit de la famille, Rachel Okonkwo, recommandée par une amie de l'Église. L'évaluation de Rachel était rassurante, quoique prudente. Sans adoption formelle, Tracy a le droit de demander la tutelle, expliqua Rachel. Mais les tribunaux privilégient l'intérêt supérieur de l'enfant, surtout pour ceux qui ont bénéficié d'une prise en charge stable pendant une longue période. 10 ans, c'est long. Tout juge examinera attentivement les raisons de son départ et de son retour. Que dois-je faire ? Documenter tout. La stabilité que vous avez apportée, les résultats scolaires des enfants, leurs relations sociales, leur santé physique et mentale. Nous devrons également bien comprendre la situation de Tracy. Si elle s'est véritablement amendée, cela compliquera l'affaire. S'il y a le moindre signe alarmant dans son passé, toxicomanie, relations instables, activités criminelles, cela nous serait d'une grande aide. Notre dossier, ces mots firent grimacer Martina. Elle avait espéré, peut-être naïvement, ne jamais avoir besoin d'un procès, que l'amour et le dévouement qu'elle portait à ses petits-enfants suffiraient. Rien n'était jamais suffisant avec les avocats. Assise dans la cuisine, des biscuits et du lait l'attendant sur la table, un rituel qu'elle perpétuait même si les enfants étaient bien trop jeunes pour en avoir besoin, Martina s'efforçait d'afficher une expression à peu près normale. La porte de derrière s'ouvrit brusquement et Marcus fit irruption, son sac à dos à moitié posé sur ses épaules, des biscuits tourbillonnant à ses pieds, saluant Graham. « Tyler a dit que mon frère pouvait nous avoir des billets pour un match de basket le mois prochain. Je peux venir ? C'était même pas un jour de semaine ? On en reparlera. » « C'est toujours la même chose, et pourtant tu insistes. » Laura suivit plus lentement, l'air pensif. Elle posa son sac à dos sur le comptoir et regarda Martina de son regard perçant, qui en avait trop vu. « Il s'est passé quelque chose, » dit Laura. « Pas de problème. » Martina sentit son calme soigneusement construit se fissurer. « Asseyez-vous toutes les deux. » Marcus, sentant le changement d'atmosphère, s'arrêta à mi-chemin de l'assiette de biscuits. Il s'affaissa dans un fauteuil, paraissant soudain plus jeune que ses 14 ans. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il. « Tu es malade ? Il est arrivé quelque chose à l'oncle Michael ?»« Personne n'est malade. Ton oncle va bien. » Martina prit une inspiration. « Ta mère est venue me voir aujourd'hui. »« Silence !» Le visage de Laura se fit très calme, très maître de lui. Marcus eut l'air d'avoir reçu une gifle. « Tracy, elle était là ce matin, après ton départ pour l'école. Qu'est-ce qu'elle voulait ?» finit par demander Laura. La voix de Marcus se brisa à cette question. Martina hésita sur ce qu'elle devait leur dire. Ils étaient assez grands pour comprendre la vérité, décida-t-elle, mais assez jeunes pour être protégés de ses aspects les plus durs. Elle dit qu'elle veut faire à nouveau partie de vos vies. Elle dit qu'elle se fait aider, qu'elle travaille sur elle-même. Martina marqua une pause. Elle dit qu'elle veut la garde. Marcus laissa échapper un son entre un rire et un sanglot. La garde. Elle veut nous emmener loin d'ici. Elle veut essayer. Elle ne peut pas faire ça, dit Laura d'une voix calme. C'est dangereux. Elle ne peut pas débarquer dans 10 ans et exiger quelque chose. C'est compliqué juridiquement. Elle n'a jamais renoncé officiellement à ses droits parentaux. Et alors, elle est partie. Elle a décidé de partir. Laura se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. Elle ne peut pas décider de revenir, ma chérie. Non. Laura tremblait. 10 ans de chagrin patiemment contenus remontaient à la surface. Non, elle ne peut pas faire ça.
Elle ne peut pas débarquer et tout gâcher parce qu'elle a soudainement décidé d'être mère. Marcus pleurait en silence, la tête entre les mains. Martina voulait s'approcher de lui, le serrer dans ses bras, mais Laura perdait le contrôle et ne pouvait pas être à deux endroits à la fois. « Je ne la laisserai pas t'emmener », dit Martina fermement. « J'ai déjà consulté un avocat, nous nous battrons. »« Et si nous perdons ?» demanda Laura. « Ils nous enverront à Portland vivre chez une inconnue, parce que c'est ce qu'elle est. Tu ne perdras pas. » Une voix se fit entendre depuis l'entrée. Tout le monde se retourna. Sur le perron, après avoir franchi le portail, se tenait une femme que Martina reconnut de l'église. Hélène Nakamura, sa voisine depuis 30 ans. Hélène avait 74 ans, était veuve et possédait une force tranquille que Martina avait toujours admirée. « Hélène, je ne vous ai pas entendu arriver. »« J'ai vu la voiture de location ce matin, » dit Hélène en entrant sans y être invitée. « J'ai aperçu une femme que je ne connaissais pas devant chez vous. Je suis inquiète depuis ce matin. » Son regard se posa sur les enfants. « Laura, Marcus, je suis désolée que vous traversiez cette épreuve. »« Madame Nakamura, » commença Laura, « je sais que je m'immisce, mais j'ai quelque chose à dire qui pourrait être pertinent. » Hélène s'installa dans son fauteuil avec l'autorité naturelle de quelqu'un qui a décidé de rester. « J'ai été juge aux affaires familiales pendant 23 ans avant de prendre ma retraite. J'ai vu des cas comme celui-ci un nombre incalculable de fois. » Martina fixa sa voisine. « Je ne savais pas que vous étiez juge. On n'en parle pas souvent au club de lecture. » Le sourire d'Hélène fut bref. « Mais on en parle maintenant, parce que cette femme qui s'est présentée aujourd'hui, quel que soit votre lien de parenté, n'a pas les arguments qu'elle croit avoir. »« Comment le savez-vous » demanda Marcus d'une voix basse. « Parce que j'ai vu des centaines de mères essayer de récupérer leurs enfants, et j'ai constaté que les tribunaux privilégient vraiment... » Hélène se pencha en avant. « Ils privilégient la stabilité, ils privilégient les souhaits des enfants, surtout quand ils ont votre âge. Ils privilégient les tuteurs qui se sont réellement occupés d'eux. »« Mais c'est leur mère biologique, » dit Martina. « La biologie est un facteur parmi d'autres. Ce n'est pas le seul facteur, et dans les cas d'abandon d'enfants de longue durée, ce n'est souvent même pas le plus important. » Hélène regarda Laura, puis Marcus. « Vous devrez probablement témoigner toutes les deux sur vos souhaits, sur les endroits où vous vous sentez en sécurité. Pouvez-vous le faire ?» Laura releva le menton. « Je peux dire au tribunal exactement ce que je pense de Tracy Chen. »« Pas avec colère, » la prévint Hélène. « Les juges réagissent mal à la colère, même justifiée. Vous devrez être calme, précise, détaillée. Vous devrez expliquer pourquoi votre vie ici mérite d'être protégée. »« Je peux le faire. » La voix de Laura se fit plus calme. « C'est chez moi. Ce sont les miens. Je ne pars pas. »« Moi non plus. » Marcus s'essuya les yeux. « Je ne me souviens même pas d'elle. Pas vraiment. Je me souviens un peu de papa, mais elle est juste partie. » La sincérité brute de ces mots fit monter les larmes aux yeux de Martina. Hélène hocha lentement la tête. « Alors, vous avez un dossier solide, pas invincible. Aucun dossier n'est invincible, mais le vôtre est solide. » Elle se tourna vers Martina. « Qui est votre avocate ?»« Rachel Okonkwo, une amie me l'a recommandée. »« Excellent choix. Rachel est très compétente. » Hélène se leva pour partir. « Je rédigerai une déclaration pour le dossier si besoin, des témoignages, une évaluation du domicile, tout ce qui pourra vous aider. »« Pourquoi ?» demanda Martina. « Pourquoi feriez-vous cela pour nous ?» Hélène s'arrêta à la porte. « Parce que je vous ai vu élever ces enfants pendant ces 10 dernières années, Martina. Je vous ai vu être là tous les jours, quand personne d'autre ne l'était. Ça compte. Ça devrait compter au tribunal. » Elle jeta un nouveau coup d'œil aux enfants. « Vous allez vous en sortir tous les 3. Cette tempête passera. » Après son départ, le silence retomba dans la cuisine. Marcus prit enfin un biscuit et en croqua un morceau. Un geste si typique d'un adolescent que Martina faillit rire. « Alors, on fait quoi maintenant ?» demanda-t-il, la bouche pleine. « Maintenant, dit Martina, on met tout par écrit.
vos bulletins scolaires, vos dossiers médicaux, les lettres des professeurs et des entraîneurs et de toute autre personne qui peut vous renseigner sur votre vie ici. Elle regarda Laura. Et tu commences à réfléchir à ce que tu voudras dire si besoin est ? Laura acquiesça lentement. Une partie de son ardeur s'estompa, remplacée par une énergie plus concentrée, plus déterminée. « J'attendais ça, » dit-elle doucement. « Pas consciemment, je suppose, mais au fond de moi, j'ai toujours su qu'elle reviendrait un jour. » « Que veux-tu dire ? » ?»« Je veux dire que je m'y suis préparée. » Laura croisa le regard de Martina. « J'ai des journaux intimes, 10 ans de journaux intimes. Chaque anniversaire manqué, chaque pièce de théâtre scolaire, chaque fois que j'avais besoin de ma mère et que j'ai dû me contenter de ma grand-mère. » Sa voix tremblait. « Sans vouloir t'offenser. Sans vouloir t'offenser. J'ai des preuves, Graham. La preuve qu'elle n'a jamais été là. La preuve que tu as toujours été là. » Martina sentit des larmes couler sur ses joues, les larmes qu'elle avait retenues toute la journée. « Quand es-tu devenue si grande ?» murmura-t-elle. Laura traversa la cuisine et serra sa grand-mère dans ses bras. Marcus la rejoignit un instant plus tard, son long corps se recroquevillant maladroitement dans l'étreinte. Ils restèrent ainsi longtemps, tous les trois, enlacés dans cette cuisine qui avait été le témoin de tous les moments importants de leur famille étrange et recomposée. Cookie se blottit à leurs pieds, la queue frétillante, incertain de ce qui les entourait, mais voulant tout de même y participer. Dehors, le soleil d'octobre commençait à décliner, teintant les champs de nuances ambrées et dorées. La ferme se dressait fièrement autour d'eux, ses vieilles poutres craquant doucement dans l'air frais. Quoi qu'il arrive, ils l'affronteraient ensemble. Ils n'avaient pas le choix. L'appel du détective privé arriva 5 jours plus tard. Martina était au jardin quand son téléphone sonna. Agenouillée dans la terre fraîche d'octobre, elle arrachait les dernières carottes de la saison. Le matin était calme, les enfants étaient à l'école, Cookie somnolait au soleil sur la véranda. Le monde continuait de tourner comme si de rien n'était. Mais tout avait changé. Martina le sentait à son sommeil agité, se réveillant au moindre bruit. Elle le sentait à la tension qui s'installait dans ses épaules et refusait de la relâcher. Elle le sentait à la façon dont Laura vérifiait l'allée à chaque fois qu'elle entendait une voiture, comme si elle s'attendait à ce que Tracy réapparaisse sans prévenir. « Madame Hartley, ici Daniel Martinez. » Martina s'essuya les mains sur son tablier de jardinage et se leva lentement. « Qu'avez-vous trouvé ?»« Beaucoup de choses, en fait. Certaines confirment ce que votre fille vous a dit, d'autres non. » Il y eut un silence. « Je pense que nous devrions nous rencontrer en personne. Il y a des documents que vous voudrez consulter. »« Quand pouvez-vous être là ? » ?»« Je suis déjà en ville. Je suis arrivé hier soir. J'arrive dans 20 minutes. » Le cœur de Martina s'emballa. Le détective avait fait 3 heures de route pour lui remettre ses conclusions en personne. Cela signifiait que ce qu'il avait découvert était important. « Je vais préparer le café, » dit-elle. Daniel Martinez était un homme trapu d'une 50aine d'années, avec des mèches grises dans ses cheveux noirs et des yeux qui remarquaient tout. Il portait une sacoche en cuir qui semblait avoir servi pendant des décennies et se déplaçait avec l'assurance tranquille d'un homme qui avait passé sa vie à débusquer des secrets. Ils s'assirent à la table de la cuisine, celle-là même où Martina avait annoncé la nouvelle aux enfants, où d'innombrables dîners de famille avaient été partagés, où la vie, dans toute sa complexité, s'était déroulée pendant près d'un demi-siècle. « Avant de commencer, » dit Daniel, « je tiens à vous préparer. Certaines choses que j'ai découvertes seront difficiles à entendre. » Martina se redressa. « J'ai traversé une décennie difficile. Je peux encaisser des informations difficiles. » Daniel acquiesça et ouvrit sa sacoche en sortant un épais dossier. « Commençons par la vérité. Votre fille suit une thérapie depuis environ 18 mois. Pas 2 ans, mais presque. Elle a bien un appartement à Portland et elle travaille depuis 8 mois comme assistante administrative dans une agence immobilière. C'est plus stable que ce à quoi je m'attendais. C'est vrai. Et si c'était toute l'histoire, sa demande de tutelle aurait de réelles chances. » Daniel marqua une pause. Mais ce n'est pas toute l'histoire. Il fit glisser une photo sur la table.
On y voyait Tracy devant un immeuble de bureau modeste, en train de parler à un homme en costume de marque. L'homme était plus âgé, environ 55 ans, les cheveux grisonnants et l'allure soignée d'un homme habitué à la richesse. « Vous le reconnaissez » demanda Daniel. Martina examina la photo. « Non, devrais-je » ? Il s'appelle Richard Holloway. Le nom la frappa de plein fouet. Holloway, comme le frère aîné de Greg Holloway. Richard est le PDG de Holloway Development, une société immobilière commerciale basée à Seattle. Sa fortune est estimée à 40 millions de dollars. Martina fixa la photo, essayant de comprendre ce qu'elle entendait. Tracy est apparentée au frère de Greg. Il semblerait. On les a vus ensemble à plusieurs reprises ces 6 derniers mois. Dîner, événements caritatifs, un week-end à Vancouver. Daniel sortit d'autres photos. Tracy et Richard au restaurant, se promenant sur la plage, entrant ensemble dans un hôtel. Leur relation semble sérieuse, mais qu'est-ce que cela signifie pour les enfants ? Le visage de Daniel se fit plus grave. C'est là que les choses se compliquent. Richard Holloway a 3 enfants adultes issus d'un premier mariage. Sa femme est décédée il y a 4 ans. D'après des sources proches de la famille, il envisage de se remarier, mais ses enfants s'opposent à l'idée qu'une belle-mère hérite d'une partie de la fortune de leur père. Martina sentit un frisson la parcourir. « Continuez. » Les enfants de Richard ont clairement indiqué qu'il serait plus ouvert à une nouvelle épouse si elle avait déjà sa propre famille. Si elle fait preuve, selon leurs propres termes, de valeurs traditionnelles et d'un dévouement à la maternité. Daniel croisa le regard de Martina. Une femme qui a abandonné ses enfants ne correspond pas à ce profil. Une femme qui s'est battue pour retrouver ses enfants après une période difficile. Une femme qui peut se présenter comme une mère dévouée ayant surmonté des difficultés personnelles. C'est une toute autre histoire. Les pièces du puzzle s'assemblèrent avec une clarté écœurante. « Elle ne veut pas d'enfant, » murmura Martina. « Elle veut juste donner l'impression d'en vouloir. » C'est mon avis. Oui, Tracy a besoin de paraître une mère dévouée pour satisfaire les enfants de Richard Holloway et s'assurer une place dans sa vie et, peut-être, dans sa fortune. Daniel sortit un autre document. « Ce n'est pas tout. J'ai obtenu des notes du cabinet de thérapie qu'elle fréquentait. J'ai un contact là-bas. C'est discutable sur le plan éthique, je sais, mais parfois la vérité exige des méthodes dérangeantes. » Martina ne se souciait pas de l'éthique à ce moment-là. « Qu'as-tu trouvé ?» Les notes de sa thérapeute indiquent que Tracy se concentre avant tout sur le fait de redorer son image plutôt que de se réconcilier véritablement avec ses enfants. Citation directe d'une séance d'il y a 3 mois. La patiente exprima sa frustration de ne pas pouvoir avancer dans sa relation actuelle, car ses choix passés l'empêchaient d'y parvenir. On discuta de stratégies pour reformuler le récit autour des enfants. Reformuler le récit, comme si Laura et Marcus étaient des personnages d'une histoire que Tracy pouvait modifier à sa guise. « Il y a encore une chose, » dit Daniel à voix basse, « et c'est ce dont je vous avais parlé. » Il sortit le document final, une plainte officielle, sous scellé. 6 semaines auparavant, Tracy avait déposé une requête pour réexaminer le contrat d'assurance vie de son défunt mari. David Chen avait souscrit une assurance de 500 000 $ qui avait été versée à son décès. Les bénéficiaires étaient ses enfants, les fonds étant placés sous séquestre jusqu'à leur majorité. Martina sentit son estomac se nouer. Laura aura 18 ans dans moins de 2 ans. Exactement. La fiducie a été créée avec Tracy comme fiduciaire, mais avec la condition que les fonds ne puissent être utilisés que pour le bénéfice direct des enfants, éducation, soins médicaux, logement. Elle ne pouvait pas toucher au capital pour son propre usage. Elle a déjà essayé, se souvint soudain Martina. Il y a des années, juste après son départ, elle a appelé pour se renseigner sur l'argent de l'assurance. Je lui ai dit que je n'en savais rien. La fiducie a été transférée à un fiduciaire désigné par le tribunal après que Tracy a abandonné les enfants. Procédure standard en cas d'abandon parental. Mais si Tracy récupère la garde, elle reprendra le contrôle de la fiducie. Daniel hocha la tête d'un air sombre. 1 demi-million plus 10 ans d'intérêt.
On parle d'une somme considérable. Et comme elle a la garde, les obligations de surveillance sont bien moins strictes. Martina se laissa aller dans son fauteuil comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Pendant tout ce temps, elle s'était demandé pourquoi Tracy revenait maintenant, après si longtemps. Elle avait presque cru à un véritable remords, à un désir sincère de renouer les liens. Mais il n'était pas question des enfants, il était question d'argent. Il était question de l'approbation d'un homme riche. Il était question de Tracy, comme toujours, prenant ce dont elle avait besoin et semant la destruction sur son passage. « Peut-on le prouver » demanda Martina. « Peut-on prouver ses motivations devant un tribunal ?» Certains éléments seront difficiles à présenter comme preuve. Les notes de thérapie ont été obtenues de manière informelle. Le lien avec Richard Holloway est indirect. Elle pourrait prétendre simplement fréquenter quelqu'un, ce qui n'est pas un crime. Daniel remit les documents dans le dossier. Mais le moment où elle a déposé sa demande de tutelle, combinée à la situation de la fiducie et à ses 10 années d'absence, est révélateur. Un bon avocat sait se servir d'éléments concrets. Rachel Okonkwo, je lui ai déjà envoyé un résumé de mes conclusions. Elle attend votre appel cet après-midi. Daniel se leva pour partir, mais s'arrêta à la porte. « Madame Hartley, je fais ce métier depuis 25 ans. J'ai vu beaucoup de parents qui voulaient sincèrement récupérer leurs enfants après avoir commis de graves erreurs. Votre fille n'en fait pas partie. Battez-vous de toutes vos forces. » Après son départ, Martina resta longtemps assise, seule, dans la cuisine. Le dossier de preuves gisait sur la table, enroulé comme un serpent. Biscuit s'approcha et posa sa tête sur ses genoux. Sentant son désarroi, elle le caressa distraitement, l'esprit tourmenté par tout ce qu'elle avait appris. Tracy n'était pas seulement égoïste, elle était calculatrice. Elle regardait ses enfants et les voyait non comme des êtres à aimer, mais comme des ressources à exploiter. Et Martina était le seul obstacle entre elle et ce qu'elle désirait. Le bureau de Rachel Okonkwo se trouvait dans une maison victorienne reconvertie à la périphérie de la ville, un bâtiment qui avait été la demeure familiale un siècle auparavant et qui abritait désormais des avocats, des comptables et des agents d'assurance. Martina arriva à 3 heures de l'après-midi, après avoir demandé à Marcus de rentrer chez lui avec un ami après les cours. Laura insista pour venir. « Ce sont mes documents !» avait-elle dit le matin même, brandissant un vieux cahier à spirale parmi tant d'autres. Martina le savait désormais. « Je dois être là quand tu les montreras à l'avocat. » Martina n'objecta pas. Laura avait 16 ans, l'âge légal pour participer aux décisions qui allaient façonner son avenir. Et franchement, Martina tenait à sa présence. La présence de Laura lui rappelait ce pourquoi elle se battait. Rachel les accueillit dans un bureau chaleureux, rempli de livres de droit et de photos de famille. Elle était plus jeune que Martina ne l'avait imaginé, la quarantaine, les cheveux courts et naturels, et des lunettes de lecture sur le nez. Sa poignée de main était ferme, son regard direct. « J'ai examiné le rapport de l'enquêteur », dit Rachel tandis qu'elle s'installait. Et je tiens à préciser d'emblée que, même si les informations sont convaincantes, nous devons les utiliser de manière stratégique. « Que veux-tu dire » demanda Martina. « La relation de Tracy avec Richard Holloway et ses motivations financières potentielles. Elles sont importantes, mais aussi quelque peu hypothétiques. Le juge pourrait les considérer comme non pertinentes pour la question de la garde, qui doit se concentrer sur l'intérêt supérieur des enfants et non sur la vie amoureuse de la mère. »« Mais cela explique pourquoi elle agit ainsi, » rétorqua Laura. « Cela suggère pourquoi elle pourrait le faire, » corrigea doucement Rachel. « Devant un tribunal, les spéculations ne valent pas les preuves. Nous devons bâtir notre entreprise sur des bases plus solides. » Elle se tourna vers Martina. « Parle-moi des 10 dernières années. Tout a commencé le jour où Tracy est partie. » Martina lui raconta donc son histoire. Le matin où Tracy s'était tenue sur le pas de la porte avec une valise. Les mois de silence qui suivirent, les difficultés des enfants, le mutisme de Marcus, les cauchemars de Laura, le long et laborieux travail pour leur redonner confiance. Elle lui parla de la mort de Walter et du deuil des enfants, des succès de Laura, inscrite au tableau d'honneur,
et de la passion de Marcus pour le basket, de la communauté qu'ils avaient créée, des amis qu'ils s'étaient faits, de la vie qu'ils avaient reconstruite à partir des ruines laissées par Tracy. Quand elle eut fini, Rachel marqua une pause. « C'est une histoire poignante, dit-elle finalement. Mais les histoires ont besoin d'être écrites. Avez-vous des dossiers scolaires, médicaux et relatifs aux activités extrascolaires des enfants ?»« Tout, répondit Martina. 10 ans en tout. »« D'accord. Y a-t-il des preuves de l'absence de Tracy ? Des traces de tentatives de communication infructueuses, d'anniversaires manqués, de promesses non tenues ?» Laura se pencha en avant. « J'ai des journaux intimes. » Rachel se tourna vers elle avec intérêt. « Des journaux intimes ?» Laura sortit de son sac une pile de cahiers usés, témoins de plusieurs années d'utilisation. « J'ai commencé à écrire à 7 ans. Ma thérapeute me l'avait conseillé. Elle disait que cela m'aiderait à faire le point sur mes sentiments suite au décès de ma mère. »« Vous avez consulté une thérapeute. » ?»« Les 3 premières années après son décès, puis à nouveau après la mort de grand-père, » répondit Laura d'une voix calme. « J'écrivais surtout, à chaque anniversaire manqué. À chaque fois que j'ai attendu un coup de fil qui n'est jamais venu. À chaque événement scolaire où je regardais les mamans des autres enfants et me demandais pourquoi la mienne ne voulait pas être là. » Elle ouvrit un cahier au hasard. L'écriture était enfantine, maladroite, manifestement celle d'une petite fille qui apprenait encore à écrire. « Il y avait un petit déjeuner mère-fille à l'école aujourd'hui. Graham est venu avec moi, mais ce n'est pas pareil. Toutes les autres étaient avec leur vraie maman. Une fille nommée Sophie a demandé où était la mienne, et je ne savais pas quoi répondre. J'ai dit que ma mère était malade, mais ce n'est pas vrai. Je ne sais pas où elle est. Je ne sais pas si elle pense à moi. J'essaie de ne pas penser à elle, mais parfois je n'y arrive pas. » Rachel lut lentement le passage, puis regarda Laura avec une sorte d'admiration. « Je peux en voir plus ?» Laura fit glisser la pile de carnets sur la table. « Tout, chaque page, 10 ans de preuves qu'elle n'a jamais existé. » Tandis que Rachel feuilletait les carnets, Martina regarda sa petite fille avec un mélange de fierté et de chagrin. Laura avait porté ses journaux comme une armure, se préparant à la bataille qu'elle savait inévitable. « C'est une documentation remarquable, » finit par dire Rachel. « Je n'ai jamais rien vu de tel. Un témoignage contemporain de l'enfance négligée d'une enfant, écrit en temps réel pendant 10 ans. » Elle referma doucement son bloc-notes. « Cela sera très convaincant pour le juge. »« De quoi d'autre avons-nous besoin ?» demanda Martina. « Des témoins, des enseignants, des entraîneurs, des membres de la communauté qui peuvent parler du bien-être des enfants et de votre rôle dans leur vie. Nous aurons également besoin d'un tuteur ad litem, un représentant désigné par le tribunal pour les enfants, et peut-être d'une évaluation psychologique pour établir que les préférences des enfants sont éclairées et authentiques et non dictées. »« Je peux parler pour moi-même, » dit Laura fermement. « Je sais que vous le pouvez, mais le tribunal voudra une confirmation professionnelle que vous parlez librement. » Rachel retira ses lunettes et se frotta les yeux. « Je ne vais pas y aller par 4 chemins. Tracy a la loi de son côté sur un point important. Elle est leur mère biologique et elle n'a jamais officiellement renoncé à ses droits parentaux. Les juges hésitent généralement à rompre définitivement le lien entre parents et enfants, même lorsque c'est le parent qui l'a rompu, même dans ce cas. Mais la négligence est un facteur grave et 10 ans, c'est très long. Compte tenu des preuves que nous rassemblons et des journaux de Laura, je pense que nous avons de solides arguments pour maintenir la situation actuelle. »« Tu penses ?» répéta Martina. « Mais tu n'en es pas sûre. » Rachel la regarda franchement. « Rien n'est absolu en droit de la famille. Mais je pratique ce métier depuis 15 ans et je n'aurais pas accepté cette affaire si je ne croyais pas en nos chances de victoire. » Martina signa d'une main tremblante, debout sur le seuil, tandis que le facteur attendait. L'enveloppe était épaisse, officielle, intimidante par sa banalité administrative. Elle l'ouvrit à la table de la cuisine, étalant les papiers devant elle comme un chirurgien examinant son patient. « Je finalise le dossier de LC et MC, enfants mineurs, requête en tutelle. La requérante,
Tracy Ann Chen, demande par la présente au tribunal de lui accorder la garde exclusive, physique et légale des enfants mineurs Laura Chen, née le 15 mars 2008, et Marcus Chen, né le 22 septembre 2010, résidant actuellement chez leur grand-mère maternelle, Martina Marie Hartley. La requête faisait 12 pages, remplie d'un jargon juridique complexe qui donnait le tournis à Martina. Mais le sens général était clair. Tracy affirmait s'être complètement remise du deuil et des problèmes de santé mentale qui avaient entraîné son absence temporaire. Elle prétendait avoir un foyer stable et un emploi régulier. Elle affirmait être prête à reprendre ses devoirs sacrés de mère. Devoirs sacrés. Cette expression donna la nausée à Martina. La requête demandait également un droit de visite immédiat avant l'audience de garde, les visites supervisées devant débuter dans les 30 jours. Martina appela aussitôt Rachel. « Je viens de la recevoir, dit Rachel, je l'examine. La demande de droit de visite est classique, n'importe quel juge l'accepterait probablement. On ne peut pas l'empêcher de voir les enfants. Les enfants ne veulent pas la voir, je comprends. Mais leurs souhaits ne prévaudront pas sur une ordonnance du tribunal imposant des visites supervisées. Cependant, nous pouvons demander que les visites soient courtes, se déroulent dans un lieu neutre, en présence d'un superviseur professionnel, et que les enfants aient le droit d'interrompre toute visite s'ils ne se sentent pas à l'aise. Comment leur annoncer ? Rachel marqua une pause. Franchement, ils sont assez grands pour comprendre ce qui se passe, et ils doivent être préparés. Le pire serait que Tracy débarque à l'improviste, sans prévenir. Ce soir-là, Martina réunit Laura et Marcus au salon. Biscuit, sentant la tension, se plaça entre les enfants tel un gardien à 4 pattes. « Les documents du tribunal sont arrivés aujourd'hui », annonça Martina. « Votre mère a officiellement déposé une demande de tutelle. » Marcus pâlit. « Alors c'est vraiment en train d'arriver. C'est vraiment vrai. » Mais souvenez-vous de ce que je vous ai dit. On se bat. Rachel pense qu'on a un dossier solide. « Et les visites ?» demanda Laura. De toute évidence, elle avait fait ses propres recherches. « Peut-elle nous obliger à la voir ?» Martina hocha lentement la tête. « Probablement. Le juge ordonnera sans doute des visites supervisées pendant la durée de la procédure. C'est la procédure habituelle. »« Je ne veux pas la voir, » dit Marcus d'une voix tremblante. « Je ne veux pas rester dans la même pièce que l'homme qui nous a abandonnés. »« Je sais, chérie. Et si on refuse ?» insista Laura. « Et si on ne se présente pas ? On sera en situation d'outrage au tribunal, et ça nuira à notre dossier. Le juge considérera ça comme de la désobéissance, et l'avocat de Tracy s'en servira contre nous. » Martina leur prit les mains. « Je sais que c'est dur. Je sais que ça paraît injuste, mais il faut respecter les règles si on veut gagner. » Laura retira sa main. Non par colère, mais par inquiétude. Elle se leva et alla à la fenêtre, le regard perdu dans les champs qui s'assombrissaient. « Je réfléchissais, dit-elle doucement, à ce que je vais lui dire au tribunal. Non, en face. Si je dois être dans la même pièce qu'elle lors de ses visites, je veux qu'elle entende la vérité. Pas la version édulcorée que je pourrais servir au juge, la vérité tout entière. » Marcus regarda sa sœur. Quelle vérité ? Laura se tourna vers eux deux. J'ai passé 10 ans à me demander ce que j'avais fait de mal. Pourquoi je n'étais pas assez bien pour la retenir ? Pourquoi elle pouvait partir comme ça sans jamais se retourner ? Sa voix était calme, mais ses yeux brillaient. Je sais maintenant que ce n'était pas moi. Ça n'a jamais été à cause de moi. Elle était brisée d'une manière qui n'avait rien à voir avec ses enfants. C'est très mature de ta part, dit doucement Martina. Je n'essaie pas d'être mature, rétorqua Laura, la mâchoire serrée. J'essaie de survivre. Et pour survivre, il faut dire tout haut ce que je garde en moi depuis 10 ans. Elle a besoin de l'entendre. Elle a besoin de savoir exactement ce qu'elle nous a fait. Marcus se leva et s'approcha de sa sœur. Il était plus grand qu'elle maintenant. Quand était-ce arrivé ? Il passa son bras autour de ses épaules, un geste étonnamment mature. « Alors on lui dira ensemble ?» dit-il. Martina observait ses petits-enfants, ces 2 êtres remarquables qu'elle avait élevés, de l'enfance blessée à l'adolescence forte et résiliente. Quoi qu'il arrive au tribunal, quoi que Tracy ait essayé de faire,
c'est déjà perdu. Elle avait renoncé à ses enfants, et ils étaient devenus magnifiques sans elle. C'était vrai. Aucune demande de garde ne pouvait y changer quoi que ce soit. La première visite supervisée était prévue le samedi suivant au centre d'aide aux familles de la ville. Martina y conduisit les enfants en silence. Le matin était gris et froid, à l'image de l'atmosphère pesante qui régnait dans la voiture. Marcus regardait par la fenêtre. Laura serrait contre elle l'un de ses carnets. Elle insistait pour l'apporter, même si Martina ignorait ce qu'elle comptait en faire. Le centre d'aide aux familles était un bâtiment bas en briques, orné de joyeuses fresques représentant des enfants qui jouaient et des familles se tenant la main. Une symbolique optimiste qui semblait presque sacrilège compte tenu de la raison de leur présence. Une assistante sociale, Madame Patterson, les accueillit dans le hall. Agréable et professionnelle, elle leur expliqua qu'elle serait présente pendant toute la durée de la visite, soit 1 heure. Les enfants pouvaient demander des pauses ou interrompre la visite s'ils étaient trop bouleversés. « Votre mère est déjà là », dit Madame Patterson. « Elle est arrivée il y a un quart d'heure. » Laura serra plus fort son journal intime. Elles traversèrent un couloir bordé de portes closes, chacune menant à un parloir surveillé. Madame Patterson s'arrêta à la 3e porte à gauche. « Prenez votre temps, » dit-elle doucement. « Je suis là si vous avez besoin de moi. » Martina serra fermement la main des 2 enfants. « Je serai dans la salle d'attente. Vous n'êtes pas seul. Vous n'avez jamais été seul. » Puis elle les regarda franchir la porte. Tracy était assise à une petite table au milieu de la pièce. Elle se leva à l'entrée des enfants, le visage empreint d'une chaleur rassurante qui n'atteignait pas ses yeux. « Laura, Marcus !» Sa voix tremblait de conviction. « Merci d'être venu. Je sais que ça doit être étrange pour vous. » Aucun des 2 ne répondit. Ils s'assirent en face d'elle, la table entre eux comme une barrière. Tracy se laissa retomber dans son fauteuil, son sourire vacillant. « J'ai tellement pensé à ce moment, à tout ce que je voulais vous dire. »« Alors dis-le-moi, » répondit Laura d'un ton égal. Tracy parut stupéfaite par le ton de sa fille. « Je voulais te dire combien je suis désolée d'être partie, d'être restée loin, pour tout ce temps perdu. »« Tu n'as pas perdu de temps, » dit Laura. « Tu l'as gaspillé. Il y a une différence. » Marcus fixait la table, les poings serrés sur ses genoux. Il n'avait pas regardé Tracy une seule fois depuis son entrée dans la pièce. « Je sais que tu es en colère, » reprit Tracy d'une voix monocorde, comme si elle récitait un texte appris par cœur. « Tu as toutes les raisons de l'être, mais je veux que tu comprennes que j'étais malade. Après la mort de ton père, je me suis effondrée. Je n'arrivais pas à être la mère que tu méritais. »« Alors tu es partie avec ton petit ami, » lança Laura d'une voix glaciale. « Greg était une erreur, je le sais maintenant. Mais à l'époque, j'étais complètement perdue. »« Tu n'étais pas perdue, » dit Laura en ouvrant son journal à la page marquée. « 23 mai 2014. J'ai écrit ça le jour de l'anniversaire de papa. J'ai fait un gâteau pour papa aujourd'hui. Graham m'a aidé. J'ai mis 4 bougies parce que j'ai 4 ans et que je trouvais que c'était le bon nombre. J'ai demandé à Graham si maman revenait pour l'anniversaire de papa, mais elle a dit qu'elle ne savait pas. J'ai attendu à la fenêtre toute la journée, mais elle n'est jamais venue. Je ne pense pas qu'elle reviendra un jour. » Le visage de Tracy est devenu blanc. « Veux-tu savoir ce qui s'est passé ensuite ?» a poursuivi Laura. « Le 12 juin, Marcus a encore pleuré toute la nuit. Graham a dû le bercer pendant des heures. Je lui ai mis un oreiller sur la tête pour qu'il n'entende rien, mais je l'entendais quand même. Je crois que maman lui manque, mais je ne sais pas comment l'aider. Je ne suis qu'une enfant. Laura, s'il te plaît. Le 8 août. On est allé acheter les fournitures scolaires aujourd'hui. Graham m'a laissé choisir mon propre sac à dos. Il y a des papillons dessus. J'aimerais le montrer à maman, mais je ne sais pas où elle est. Graham dit que maman enverra des photos si elle nous donne son adresse, mais elle ne le fait jamais. » Tracy pleurait, mais Laura restait impassible. Elle tournait les pages les unes après les autres, lisant des passages s'étalant sur des années. Les premiers jours d'école manqués par Tracy, les vacances passées à se demander si cette année serait la bonne pour son retour,
Les complications médicales qui l'avaient amené, à 6 ans, puis à 7, puis à 8 ans, à désirer ardemment la présence de sa mère et à n'obtenir que celle de sa grand-mère. Marcus prit enfin la parole, d'une voix à peine audible. « J'ai fait des rêves à ton sujet, des rêves terribles. Des rêves où tu revenais et repartais aussitôt, encore et encore. Je me réveillais en hurlant, et Graham devait rester avec moi jusqu'à ce que je me rendorme. Je ne savais pas, commença Tracy, parce que tu n'étais pas là pour le savoir. » Marcus finit par la regarder, les yeux rouges mais secs. « Tu veux être notre mère maintenant? Tu veux la garde? Tu ne nous connais même pas. Tu ne sais pas que je suis allergique aux fraises, ni que Laura veut être journaliste, ni que notre chien s'appelle Biscuit, ni que grand-père est mort il y a 3 ans. Tu ne sais rien de nos vies, parce que tu n'étais pas là. » Un silence s'installa dans la pièce, seulement troublé par le sanglot étouffé de Tracy. Madame Patterson se remua sur sa chaise, visiblement émue, mais gardant une neutralité professionnelle. Laura referma enfin son journal. « Tu as demandé à nous voir? Tu nous as vus. » Maintenant, vous savez qui nous sommes et ce que vous avez fait exactement. Si vous croyez que le juge va nous livrer à quelqu'un que nous venons de vous décrire en face, alors vous ne comprenez pas tout ce que nous avons déjà perdu et à quel point nous nous battrons pour ce qui nous reste. Elle quitta la pièce sans se retourner. Marcus se leva plus lentement, s'arrêtant un instant. « Avant, je me demandais si vous pensiez à nous, si nous vous manquions. Maintenant, je n'y pense plus. » Il marqua une pause à la porte. « J'espère que ce à quoi vous aspirez vraiment en vaut la peine, car vos enfants ne reviendront pas. Nous n'avons jamais vraiment été les vôtres. » Puis il partit à son tour, laissant Tracy seule avec ses larmes et l'assistante sociale qui avait tout vu. Dans la salle d'attente, Martina serra les 2 enfants dans ses bras, les serrant jusqu'à ce qu'elle se laisse enfin aller à trembler. « Je suis si fière de vous, » murmura-t-elle, « toutes les 2. » Laura se dégagea la première, essuyant ses yeux. « C'est la fin ?»« Pas encore, » admit Martina. « Mais tu lui as montré à qui elle avait affaire. Et plus important encore, » ajouta-t-elle en prenant le visage de Laura entre ses mains, « tu t'es montré toi-même. Tu l'as affronté. Tu lui as dit la vérité. Quoi qu'il arrive ensuite, cela ne pourrait jamais être effacé. L'audience pour la garde des enfants était prévue un mardi début novembre. Ce matin-là, Martina s'habilla avec soin, choisissant la robe bleu marine qu'elle avait portée aux funérailles de Walter. Non pas pour causer de la peine, mais parce que c'était la tenue la plus digne qu'elle possédait. Elle voulait que le juge la voie telle qu'elle était, une femme de 71 ans qui avait déjà enterré son mari et élevé 2 générations d'enfants qui méritaient son repos. Mais elle avait décidé de venir. Laura portait un simple pull gris et un pantalon foncé. Ses cheveux étaient tirés en arrière. Elle paraissait plus âgée que 16 ans, posée, sérieuse, préparée. Marcus avait protesté contre le port d'une cravate, mais avait fini par céder, même s'il n'arrêtait pas de la tirer sur la tête en allant au tribunal. Rachel Okonkwo les accueillit dans le couloir devant la salle d'audience des affaires familiales, sa mallette pleine de papiers. « Tracy est arrivée il y a une dizaine de minutes, » dit-elle doucement. « Elle est avec son avocat et Kalkisha Holloway ?» devina Martina. Rachel acquiesça. « Il n'est pas dans la salle d'audience, il attend dans le hall, mais il est là. Ça nous apprend quelque chose, ça nous indique qu'elle joue la comédie devant un public. » Exactement, ce qui signifie que nous devons nous assurer que le juge ne se laisse pas berner. Elles entrèrent ensemble dans la salle d'audience. Elle était plus petite que Martina ne l'avait imaginé, plus intime, ce qui, paradoxalement, la rendait plus intimidante. Tracy était déjà assise à la table des plaignants avec son avocat, un homme élégant dans un costume de prix. Elle leva les yeux à leur entrée et, un instant, une lueur traversa son visage. De la peur, peut-être, ou un calcul. Martina détourna le regard. Elle ne pouvait se permettre de ressentir quoi que ce soit à cet instant. La juge était une femme d'une 60aine d'années, nommée Hélène Nakamura, et le cœur de Martina s'arrêta presque lorsqu'elle reconnut sa voisine franchissant la porte en robe de magistrate. Hélène croisa son regard et hocha légèrement la tête avant de prendre place sur le banc.
Son expression ne laissait rien transparaître. « Tout le monde debout !» annonça l'huissier. Et l'audience commença. L'avocat de Tracy prit la parole en premier, dressant le portrait d'une veuve éplorée ayant traversé une crise de santé mentale suite au décès de son mari. Il évoqua son absence temporaire comme si 10 ans n'avaient été qu'une brève parenthèse, facilement pardonnable. Il décrivit sa réhabilitation, sa thérapie, son emploi stable et son appartement à Portland comme autant de preuves de sa transformation. « Ma cliente regrette profondément les années passées loin de ses enfants, » conclut-il. « Mais elle a travaillé sans relâche pour devenir la mère qu'il mérite. Elle demande seulement la possibilité de reconstruire ce qui a été perdu. » La réponse de Rachel fut méthodique et accablante. Elle présenta 10 années de documents. Les dossiers scolaires mentionnant Martina comme personne à contacter en cas d'urgence et tutrice légale. Les dossiers médicaux de chaque consultation et vaccination. Les bulletins scolaires signés par les grands-parents à la place des parents. Des lettres d'enseignants, d'entraîneurs et de conseillers attestant tous de la stabilité des enfants, de leur relation étroite avec leur grand-mère et de l'absence totale de leur mère dans leur vie. Puis, elle appela son premier témoin, Daniel Martinez. L'enquêteur privé témoigna et exposa ses conclusions avec une précision chirurgicale. La relation de Tracy avec Richard Holloway. Le dépôt de sa demande de tutelle coïncidait avec ses tentatives d'impressionner sa famille et de toucher l'assurance vie qui lui reviendrait si elle obtenait la garde. « Selon votre évaluation professionnelle, demanda Rachel, qu'est-ce qui a motivé Tracy Chen à déposer cette requête après 10 ans d'absence? Un gain financier ou une reconnaissance sociale? Les enfants ne sont pas une fin en soi, ils sont un moyen d'y parvenir, répondit Daniel. L'avocat de Tracy protesta vigoureusement, qualifiant le témoignage de spéculatif et partial. Le juge Nakamura le laissa passer, soulignant que la motivation était pertinente pour déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant. Vint alors le moment que Martina redoutait et espérait à la fois. Laura témoigna. Elle portait l'un de ses carnets avec elle, non pour le lire, mais comme un talisman. Sa voix était assurée lorsqu'elle prêta serment, son regard clair et concentré. Rachel s'approcha doucement. « Laura, pouvez-vous parler à la cour de votre vie avec votre grand-mère » Et Laura s'exécuta. Elle parla de la ferme où elle avait grandi, du jardin où elle avait appris à cultiver des légumes, de la table de la cuisine où elle avait fait ses devoirs pendant 10 ans. Elle décrivit la mort de son grand-père et comment Martina avait soutenu la famille dans le deuil. Elle parla de Marcus, de ses difficultés, de son évolution, du frère qu'elle avait aidé à élever avec leur grand-mère. « Et votre mère » demanda Rachel. « Quel rôle a-t-elle joué dans votre vie ?» La concentration de Laura vacilla un instant, mais elle se tint bon. « Elle est partie quand j'avais 6 ans. J'ai quelques souvenirs d'elle avant ça, mais ils sont flous. Je me souviens très bien du jour de son départ. Je me souviens d'être resté sur le perron, à la regarder monter dans une voiture avec un homme que je ne connaissais pas. Je me souviens d'avoir pleuré. Je me souviens d'avoir demandé à Graham quand elle reviendrait. « Est-ce qu'elle est revenue ?»« Non, » répondit Laura d'une voix calme mais claire. « Elle a appelé quelques fois, elle a envoyé de l'argent 2 fois, et puis plus rien. 10 ans. Rien. Comment l'as-tu vécu ? Je pensais que c'était de ma faute. » Laura serra plus fort le magazine. « J'avais 6 ans et je pensais avoir mal agi, que si j'avais été une meilleure fille, elle serait restée. » Elle marqua une pause, cherchant ses mots. « Il m'a fallu des années de thérapie pour comprendre que ce n'était pas moi, qu'elle avait fait un choix et que je devais en assumer les conséquences. Et maintenant, elle veut la garde. Qu'en penses-tu » Laura regarda Tracy droit dans les yeux pour la première fois. « J'ai l'impression qu'elle n'est pas là pour nous. Elle est là pour elle-même, comme il y a 10 ans quand elle est partie. Rien n'a changé, à part sa situation. » L'avocat de Tracy tenta de déstabiliser Laura pendant le contre-interrogatoire, insinuant que sa grand-mère l'avait montée contre sa mère, qu'une adolescente ne pouvait pas comprendre la complexité des problèmes de santé mentale chez les adultes. Laura ne broncha pas. «
Ma grand-mère n'a jamais dit de mal de ma mère, répondit-elle calmement. Elle n'en avait pas besoin. Les faits parlaient d'eux-mêmes. 10 ans d'absence, 10 ans de silence. Et puis soudain, quand il y a quelque chose à gagner, elle réapparaît. Elle inclina légèrement la tête. « J'ai 16 ans, je ne suis pas bête, je sais analyser une situation. » Le témoignage de Marcus fut plus court, mais tout aussi poignant. Il raconta avec hésitation ses premiers souvenirs d'enfance, ou plutôt leur absence. « Je ne me souviens pas de son visage avant son départ, » admit-il. « J'ai vu des photos, mais je ne me souviens pas de ce que c'était d'avoir une mère. Graham est la seule figure parentale que j'ai jamais vraiment connue. Elle m'a appris à faire du vélo. Elle m'a aidé à surmonter mes cauchemars. Elle était là quand grand-père est mort. » Sa voix se brisa. « Je ne veux pas vivre avec une inconnue. Je veux rester chez moi. » Alors qu'il descendait de la barre, Martina vit les yeux de la juge Nakamura briller, bien que son expression restât d'une neutralité professionnelle. Le témoignage de Tracy était définitif. Elle monta à la barre, paraissant plus petite que dans les souvenirs de Martina, comme diminuée. Le calme qu'elle avait si soigneusement conservé commença à s'effriter. Son avocat l'avait guidée à travers un récit préparé, le deuil, la dépression, la guérison. Mais lorsque Rachel commença son contre-interrogatoire, tout s'écroula. « Madame Chen, vous avez mentionné que vous suiviez une thérapie depuis environ 2 ans. Pouvez-vous dire à la cour sur quoi vous avez travaillé durant ces séances ?» Tracy marqua une pause, réfléchissant. « Mon deuil, l'apprentissage de mécanismes d'adaptation plus sains, la préparation à mes retrouvailles avec mes enfants. C'est tout ? Je ne comprends pas la question. » Rachel relut ses notes. « D'après les documents que nous avons reçus, les notes de votre thérapeute indiquent que l'objectif principal de vos séances était, je cite, « de redorer votre image et de reformuler le discours autour de vos enfants. » Pouvez-vous nous expliquer ce que cela signifie ? Tracy pâlit. Ces notes étaient confidentielles. Elles ont été obtenues par voie légale, l'interrompit Rachel d'un ton assuré. Veuillez répondre à la question. Ma thérapeute et moi avons discuté de la meilleure façon de présenter ma situation. C'est normal, tout le monde le fait. Vous vous êtes donc préparé à cette bataille pour la garde en prétendant vous concentrer sur votre guérison personnelle ? Je me préparais à redevenir mère en créant un récit et non en reconstruisant réellement une relation avec mes enfants. L'avocat de Tracy s'y opposa, mais le mal était fait. La juge Nakamura prit note. Rachel poursuivit. « Madame Chen, êtes-vous actuellement en couple avec un homme nommé Richard Holloway ?» Tracy perdit visiblement sa concentration. « Cela n'a aucune importance. » Richard Holloway, dont la famille aurait exprimé des réserves quant à l'acceptation d'une femme qui a abandonné ses enfants. Est-il vrai que votre relation avec M. Holloway dépend de votre capacité à prouver que vous êtes une mère dévouée ? C'est une simplification grossière. Est-il vrai que si vous récupérez la garde de vos enfants, vous hériterez également d'un fonds fiduciaire d'environ $1,5 million ? L'argent n'est pas la raison de ma présence ici. Alors pourquoi êtes-vous ici, mademoiselle Chen ? La voix de Rachel était calme, mais implacable. Après 10 ans d'absence totale, après avoir abandonné vos enfants à leur deuil, après avoir laissé vos parents âgés les élever seuls, pourquoi maintenant ? Tracy ouvrit la bouche, la referma, puis l'ouvrit de nouveau pendant un long moment. Aucun son ne sortit. Puis un événement inattendu se produisit. Elle se mit à pleurer. Non pas les larmes contrôlées et empreintes de compassion qu'elle avait versées lors de ses précédents témoignages, mais des sanglots brutaux et violents qui la secouaient de la tête aux pieds. Son avocat tenta de demander une pause, mais Tracy le repoussa d'un geste. « Parce que je suis vide », finit-elle par dire d'une voix à peine audible. « Parce que j'ai passé 10 ans à fuir tout ce que j'ai détruit, et j'en ai assez de fuir. Parce que Richard est la première personne qui m'ait jamais fait croire que je pouvais être autre chose qu'un échec. Et sa famille veut que je prouve que je ne suis pas le monstre que je sais être. » Un silence de mort régnait dans la salle d'audience. Je pensais que si je pouvais les récupérer, si je pouvais prouver que je pouvais être une mère, peut-être que j'arrêterais de me détester. Tracy regarda ses enfants,
les regarda vraiment, et son visage se décomposa. Mais en les écoutant aujourd'hui, en entendant ce que je leur ai fait, je sais que c'est moi qui l'ai fait. J'ai fait ce choix, et rien de ce que je ferai maintenant ne pourra le changer. Le juge Nakamura se pencha en avant. « Madame Chen, êtes-vous en train de dire que vous souhaitez retirer votre plaidoyer ?» L'avocat de Tracy se leva d'un bond, protestant et tentant de demander une suspension d'audience pour consulter sa cliente. Mais Tracy l'ignora. « Je dis que mes enfants ont raison. » Sa voix était brisée, mais claire. « Je n'ai pas le droit de les prendre. Je ne l'ai jamais eu. Je les ai abandonnés le jour où je suis parti. Et prétendre le contraire ne fait pas de moi une mère. Cela fait de moi une menteuse. » Elle se tourna vers Martina, et pour la première fois depuis des années, sa fille sembla vraiment présente. Sans calcul, sans jeu, juste brisée. « Je suis désolée, maman, pour tout. De m'être éloignée, d'être revenue, de t'avoir obligée à ranger derrière moi. » Elle déglutit. « Tu as toujours été une meilleure mère que moi. Pour moi et pour eux. J'aurais dû savoir qu'ils étaient entre de bonnes mains. » Puis elle se leva, passa devant son avocat indigné et quitta la salle d'audience sans un mot de plus. La juge suspendit l'audience pendant 30 minutes avant de rendre son verdict. Martina retrouva Laura et Marcus dans le couloir, tous deux sous le choc. « Que s'est-il passé ?» demanda Marcus. « Je ne sais pas trop, » admit Martina. « Mais je crois qu'elle a enfin dit la vérité. Peut-être pour la première fois de sa vie. » Laura resta silencieuse, le visage impassible. « Elle ne s'est pas excusée auprès de nous? Elle s'est excusée auprès de toi. » « Je l'ai remarqué. Cela vous dérange-t-il » Martina réfléchit attentivement à la question. « Je pense qu'elle s'est excusée auprès de celle qu'elle savait avoir le plus blessée. Votre grand-père et moi l'avons élevée. Nous lui avons tout donné, et pourtant c'est elle qui a réussi à abandonner ses enfants. » Elle serra ses deux petits-enfants contre elle. Ces excuses ne changent rien à ce qui s'est passé, mais peut-être qu'elle comprend enfin la gravité de ses actes. De retour dans la salle d'audience, la chaise de Tracy était vide. Son avocat semblait profondément troublé. La juge Nakamura prit place et s'éclaircit la gorge. Compte tenu des déclarations de la plaignante et de son refus manifeste de participer à la procédure, je suis prête à rendre ma décision. Elle regarda Martina, puis les enfants. Cette affaire a été présentée comme un litige concernant la garde d'enfants. Mais ce que j'ai vu aujourd'hui était plus complexe. J'ai vu une famille brisée, puis reconstruite. J'ai vu des enfants abandonnés et d'une certaine manière retrouvés. Et j'ai vu une femme qui a enfin compris que l'amour ne se rachète pas en choisissant de l'abandonner. Elle joignit les mains sur le banc. Il est ordonné par ce tribunal que la garde de Laura Chen et Marcus Chen reste confiée à leur grand-mère, Martina Hartley, qui en a la pleine tutelle légale. De plus, compte tenu des circonstances de cette affaire, j'ordonne que tout contact futur entre Tracy Chen et ses enfants ne soit initié qu'à la demande de ces derniers et seulement s'ils le souhaitent. Elle marqua une pause, son regard s'adoucissant lorsqu'il se posa sur Laura et Marcus. Mes chers enfants, ce que vous avez partagé aujourd'hui témoigne d'un courage immense. Vos journaux, vos témoignages, votre volonté de tenir tête à celui qui vous a profondément blessé. Tout cela révèle qui vous êtes devenu. Et Madame Hartley, dit-elle en se tournant vers Martina, vous avez accompli quelque chose de remarquable. Vous avez pris sous votre aile 2 enfants brisés et leur avez offert la stabilité et l'amour dont ils avaient besoin pour guérir. Le tribunal reconnaît et honore ce sacrifice. Elle frappa une fois du marteau. L'affaire est close. Ils rentrèrent en voiture dans la lumière de fin d'après-midi, le soleil de novembre dorant les champs. Pendant les premiers kilomètres, personne ne parla. Le silence n'avait rien de gênant. C'était le silence de ceux qui vivaient un événement immense, quelque chose qui prendrait du temps à comprendre pleinement. Marcus l'interrompit le premier. « Elle est partie ? Elle est vraiment partie cette fois ? »
Je ne sais pas, répondit Martina honnêtement. Mais même si elle revient, elle ne pourra plus te prendre. Plus maintenant. J'ai presque pitié d'elle, dit Laura doucement. À la fin, quand elle a pleuré, j'ai presque eu pitié d'elle. Ce n'est pas de la faiblesse, dit Martina, c'est de la compassion. On peut avoir pitié de quelqu'un et se protéger en même temps. Laura hocha lentement la tête en regardant par la fenêtre. Tu crois que c'est ce qu'elle voulait dire ? Qu'a-t-elle dit à propos de ce vide intérieur ? Martina pensa à sa fille, la petite fille qu'elle avait élevée, l'adolescente tourmentée, la femme qui n'avait jamais appris à rester. Je crois que ta mère a fui sa propre personne pendant longtemps. Peut-être qu'aujourd'hui, pour la première fois, elle s'est arrêtée suffisamment longtemps pour voir qui elle était devenue. « Est-ce qu'elle ira bien ?» demanda Marcus, et la question surprit Martina. Après tout ce que Tracy avait fait, après toute la douleur qu'elle avait causée, son fils était encore capable de se soucier d'elle. « Je ne sais pas, » répéta Martina, « mais ce n'est pas à nous de le découvrir. Nous pouvons espérer pour elle, mais nous ne pouvons pas la réparer. C'est un travail qu'elle doit faire elle-même. » Ils se garèrent dans l'allée alors que le soleil commençait à décliner. Biscuit attendait sur le perron, la queue frétillante à leur retour. La ferme se dressait, solide et accueillante, ses fenêtres captant les derniers rayons du soleil. Chez elle. Martina coupa le moteur, mais ne sortit pas. Elle resta assise un instant, contemplant la maison où elle avait vécu pendant près de 50 ans. La maison où elle avait élevé ses enfants, enterré son mari, puis recommencé sa vie avec 2 petits-enfants qui avaient besoin d'elle. « Graham » dit Laura d'une voix douce. « Ça va ?»« Je pense à ton grand-père » répondit Martina. « Il aurait été si fier de vous deux aujourd'hui. Il disait toujours que la valeur d'un homme ne se mesure pas à ce qui lui arrive, mais à ce qu'il fait de ce qui lui arrive. »« Tu dis la même chose ?» remarqua Marcus. « C'est de lui que je tiens ça. » Martina sourit, les yeux humides. Il a aussi dit que la famille, ce n'est pas une question de sang. Ce sont ceux qui viennent, ceux qui restent, ceux qui vous choisissent encore et encore, même dans les moments difficiles. Elle se tourna vers ses petits-enfants, ces 2 êtres merveilleux qu'elle avait tant redouté d'élever et qui étaient devenus le centre de son univers. « Vous êtes ma famille, dit-elle, non pas parce que j'étais obligée de vous prendre, mais parce que je le voulais. Parce que chaque jour, depuis 10 ans, je vous ai choisi, et je continuerai de vous choisir aussi longtemps qu'il me restera à vivre. » Laura pleurait maintenant, non pas les larmes retenues qu'elle avait laissées couler au tribunal, mais les larmes d'une jeune fille qui s'était enfin autorisée à croire pleinement qu'elle était aimée. Marcus tendit la main par-dessus le siège et prit celle de sa sœur. « Nous te choisissons aussi, Graham, dit-il, chaque jour, pour toujours. » Ils restèrent assis ensemble dans la lumière déclinante. 3 êtres brisés par l'abandon et guéris par l'amour. La bataille juridique était terminée. Le fantôme de Tracy rôderait peut-être encore. Peut-être même reviendrait-il un jour à la recherche de quelque chose que Martine ne pouvait nommer. Mais peu importait. Ce qui comptait, c'était cet instant, cette famille, cette maison qui avait résisté à des décennies de joie et de chagrin et qui pouvait encore accueillir tout ce qui allait suivre. Biscuit aboya impatiemment depuis le porche, leur rappelant que le dîner était en retard, et il attendit patiemment. « Merci beaucoup, » rit Laura, un vrai rire, libre, jeune et insouciant. « Nous devons y aller, dit-elle, avant qu'il ne provoque une véritable émeute. » Elles sortirent ensemble de la voiture et se dirigèrent vers la maison, tandis que les premières étoiles commençaient à apparaître dans le ciel naissant. Martina s'arrêta sur les marches du perron, le regard fixé sur l'allée où Tracy s'était tenue quelques semaines plus tôt, réclamant quelque chose auquel elle n'avait jamais eu droit. L'allée était désormais vide, la voiture de location avait disparu, la menace était passée. Et Martina Hartley, veuve, mère, grand-mère, aidante, ouvrit la porte de sa maison et entra, sa famille à ses côtés. La lumière de la cuisine était chaleureuse, la table était mise pour 3, et au loin, un hibou ulula au-dessus des champs, marquant la fin d'un chapitre
et le début d'un autre. Certaines tempêtes, avait appris Martina, ne vous détruisent pas. Elles révèlent de quoi vous êtes fait et ce qui demeure après.